Cours, Toufiq Menjli, Zoubir Kitani. Libre cours. Libre cours célèbre cette saison 50 années de passion pour l'Algérie. Libre cours, ce sont des récits de vie, des passions pour la vie. Bonjour à vous, chers amis auditeurs. Libre cours joue aux prolongations du côté de Tamanrasset et va à la rencontre aujourd'hui d'un jeune des plus dynamiques. Il est docteur en médecine, journaliste, écrivain, actif au niveau du réseau Internet. Il est webmaster d'un site dont on parlera longuement et qui a pour tâche de faire connaître sa région, celle de Tamanrasset très exactement. Il est à la tête aussi d'une association. Alors, tout autant de bonnes choses dont on va parler avec lui, le docteur Mohamed Gamama. Il est ici à Alger et ceci explique les prolongations dont je vous parlais à l'instant. Bonjour docteur Mohamed Gamama, ravi de vous recevoir. J'ai oublié de dire que vous étiez également, sans être exhaustif, dans une autre vie, journaliste à la télévision. Donc collègue. J'étais journaliste, c'est au passé. Donc je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Donc vous avez tout dit, vous n'avez rien laissé pour me dire moi. Donc je vous remercie encore pour l'invitation. J'espère qu'on va bien discuter de beaucoup de choses. Alors, beaucoup de choses vous tiennent à cœur, docteur Gamama. Le monde associatif, bien évidemment, et il me plaît d'en parler avec vous dans la mesure où cette dimension-là est à revisiter, est à mettre en lumière, surtout lorsqu'il s'agit des associations qui activent dans notre grand Sud. Nous parlerons aussi de l'édition, mais avant tout, revenons à votre cursus de médecin. Vous êtes venu ici à Alger, vous êtes natif de Tamanrasset, je suppose, et vous êtes venu ici à Alger pour poursuivre et obtenir un diplôme de médecin. Comment se sont passées ces années-là? Elles sont passées très vite. Donc, docteur Gamama, je suis né et grandi à Tamanrasset, dans le village qui s'appelait Aslisken. Donc Aslisken, qui se trouve 60 km comme ça à l'ouest de Tamanrasset. Donc j'ai passé toute mon enfance à mon village jusqu'à l'âge de 7 ans où mon père avait décidé de nous transférer par force. À cette époque-là, c'était par force de nous transférer à l'école à Tamanrasset. Donc nous étions tous des internes pendant quelques années avant que mon père décide lui-même de transférer toute la famille à la ville de Tamanrasset. Il avait toujours cette idée que mes enfants doivent aller à l'école. On était les premiers dans le village qui sont allés à l'école. Donc j'ai passé mes études secondaires au lycée de Cheikh Hamoud à Tamanrasset, là où j'ai eu mon bac avec mention. Donc ensuite j'avais cette idée de faire l'informatique, mais mon père n'avait pas, il n'a pas me laissé le choix, quoi. Donc, que faisait votre papa? Papa, c'est un fonctionnaire de l'État et qui faisait de la politique actuellement. Donc à cette époque-là, il m'a pas laissé le choix. Il faut aller à Alger, il faut faire médecine. Vous n'avez pas le choix. C'est un ordre, c'est tout, point à la ligne. Donc ça fonctionnait comme ça chez vous, ça fonctionnait comme ça. Donc à mon arrivée à Alger, il faut que je fasse médecine. J'ai pas le choix. Après, enfin. C'était en quelle année, docteur? C'était en 99. Donc ensuite, quand j'ai fini mes cursus, j'avais réussi qu'il avait vraiment raison. Faire de la médecine, c'est quelque chose. Et je suis content. Maintenant, je suis content d'être médecin. Alors, quelques années passées, je suis dit bon, j'avais le choix. Il faut que j'étudie qu'est-ce que je veux. Donc, mais j'avais réussi qu'il a raison. Donc j'ai fait mes études de médecine à Alger. Entre-temps, des études de médecine, j'avais fait un stage au niveau de l'INTV où nous étions avec
4 de mes collègues, les premiers à lancer le GT Amazigh. Le GT Amazigh a été lancé le 28 octobre 2005. On s'en rappelle très bien. Oui, ça a été d'ailleurs un grand soulagement pour la population. Oui, un grand soulagement pour la population, bien sûr. Donc, on a lancé le premier GT en langue Tamazight, plus précisément en Touareg. En Tamashek. Donc, c'était en 2005. Je me suis resté quelque temps à la télévision avant de démissionner en 2010. Alors, vous êtes manifestement de tempérament assez fort. Vous savez ce que vous ne voulez pas, en tout cas. Et à un moment donné, effectivement, vous décidez de claquer la porte et de partir. Pour quelle raison vous l'avez fait ? Bon, la principale raison, c'est à la télévision, on a cette inégalité entre les variantes à la télévision. Il y a une seule variante qui occupe plus de 60% des programmes. Les autres variantes n'ont qu'à partager ce qu'il reste. Donc, j'étais toujours contre cette idée. Donc, toutes les variantes Amazigh ont toujours la même chance pour transformer leur information, pour transformer la culture, donc il faut au moins un équilibre, essayer de trouver un équilibre entre les différentes variantes. Vous étiez donc d'une certaine manière, Mohamed Guemama, dans une espèce d'habit trop étroit pour vous et pour votre ambition, pour la promotion de cette culture et de cette bien sûr, c'est parce que quand la chaîne, quand elle était la chaîne Amazigh, d'ailleurs c'est appelé la chaîne 4 maintenant, était créée dans le but de promouvoir la culture de plusieurs régions de l'Algérie, la culture d'une partie des Algériens qui sont les Amazighs. Donc on se trouve enfin qu'il y a une partie qui a la plus grande, je ne sais pas, une variante plutôt qui a la plus grande partie des émissions. Les autres variantes, ils courent à gauche, à droite, ils font juste de doublage pour le GT. Moi, j'étais contre cette politique. On ne peut pas promouvoir la culture comme ça. Il faut que tout le monde travaille ensemble. C'est ça le but. Chose qui ne s'est pas passée. Je me souviens bien du jour où j'ai démissionné. Je me suis allé voir l'ancien directeur de la chaîne 4, je lui ai dit, moi, je vais démissionner. Il m'a dit, bien sûr, vous me donnez le papier, je le signe tout de suite. Mais ça aura été quand même, pour vous, j'imagine, une belle expérience. En tout cas, on sent, d'après votre parcours, à peine naissant, n'est-ce pas, tant vous êtes jeune, que vous avez une affinité toute particulière pour le monde des médias, le monde de la communication au sens le plus large du terme. Donc j'imagine que, à contrario, cette expérience au niveau de la télévision a dû quand même vous donner quelques outils, vous initier à une certaine manière de faire le journalisme que vous capitalisez aujourd'hui. Oui, bien sûr. J'ai pas de regret sur mon parcours de journaliste. C'est ça. C'est pas ça le regret. Le regret, c'est les obstacles que j'ai rencontrés. Donc, j'avais pas le choix de changer. Donc, j'ai démissionné. C'est tout. C'est pas. Peut-être j'avais tort. Peut-être j'avais raison. Je ne sais pas encore. Mais ce que j'allais dire, je suis très content d'être un journaliste pendant quelques temps. D'ailleurs, je le suis toujours. Pas officiellement. Pas officiellement, bien sûr, mais l'expérience à la télévision, j'ai eu une très très belle expérience parce que je me suis ouvert les yeux sur beaucoup de choses. C'est pas tout ce qui est dit, on peut le faire. J'ai eu comme une expérience comment ça marche le travail à l'intérieur de la télévision, bien à l'intérieur de la radio. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de claquer la porte. Je dis à mes amis, moi je démissionne, il faut faire les choses à zéro. Ils m'ont dit, attends, vous êtes journaliste, vous êtes présentateur de journal de 18 heures, il faut rester, tu passes par Alger. Je lui dis, non, moi, je vais aller chez moi. Pourquoi aller chez moi? Il faut reconstruire la société civile. C'était ça mon idée. On n'a pas le choix. On ne peut pas aller de haut en bas, mais c'est de bas en haut. Il faut construire cette... comment dire, une société civile bien construite, c'est ça la société, c'est ça mon but pour le moment. Très heureuse prise de conscience, effectivement. Donc,
contrairement à d'autres personnes qui viennent ici à Alger pour faire leurs études et finissent par s'y installer, vous allez décider de revenir chez vous, non pour vivre passivement les événements, quand je dis événements c'est au sens neutre, de la région, mais pour y être un élément et un citoyen actif. Et c'est à ce titre, effectivement, que vous allez, je l'imagine, à votre retour à Tamanrasset, vous familiariser, en tout cas découvrir un pan du monde associatif, de ses balbutiements dans la région. Alors, à votre retour, vous êtes retourné en quelle année déjà ? C'était en 2010. En 2010, donc ça fait à peine 2 ans. Beaucoup de choses ont été faites en 2 ans. C'est bien. Non mais alors, en arrivant en 2010, quel était l'état de lieu ? Quel état de lieu pouvez-vous nous faire a posteriori du monde associatif dans la wilaya de Tamanrasset ? Comment vous avez trouvé le réseau, le mouvement, l'activité associative dans cette région? Bon, vous voulez un constat bien un constat bien diagnostic. Ouais, un diagnostic, voilà, pour prendre. Diagnostic, c'est un terme médical. C'est un peu difficile. Et mon premier constat, il y avait bien sûr, toute l'Algérie, il y avait beaucoup d'associations qui sont inscrites. Il y a une minorité d'associations qui sont actives réellement. Donc, au début, il y avait juste les associations attendant les festivals. La plupart des associations sont des associations d'ordre culturel et des associations de sport et de jeunesse. Donc, des associations qui attendent toujours là où il y a un festival, il y a, je ne sais pas, ils attendent, c'est momentanément. Donc, ils ne travaillent pas tout au cours de l'année. Que pour les événements, l'événementiel, quoi. C'est événementiel. C'est pas, il n'y a pas cette continuité de l'action pendant toute l'année. Donc, moi, avec un groupe de jeunes, bien sûr, à Tamanrasset, on a décidé de casser le tabou. Il faut casser le tabou. Le premier tabou qu'il y a à Tamanrasset, bien sûr, c'est le sida. Donc, on a créé le premier association thématique de lutte contre le sida à Tamanrasset, qui s'appelle d'ailleurs Green Tea. Ça n'a rien à voir avec le sida, le mot Green Tea, c'est ça. Green Tea qui veut dire thé vert en anglais. C'est le thé vert, donc on a décidé de donner le nom de Green Tea à l'association. C'est pas parce que juste le thé est un symbole des populations ou bien de la culture des Algériens qui habitent dans le sud, mais aussi c'est un symbole de rencontre, c'est un symbole de convivialité, c'est un symbole de discussion, mais le plus important, c'est un symbole de tolérance envers les autres. Si quelqu'un vous fait le thé dans le Sahara, c'est déjà un signe de tolérance. C'était ça notre but, être tolérant aux autres. Donc voilà, quand on a commencé l'association, on a rencontré beaucoup d'obstacles à la création de l'association. Alors racontez-moi, Mohamed Guemama, vous étiez combien à vous lancer dans cette aventure dont on va examiner effectivement les péripéties, difficiles du reste. Vous étiez combien à vous lancer là-dedans? On est en vingtaine, comme ça. Au départ, on était en vingtaine de jeunes. Donc, ça nous permet d'ailleurs de créer l'association. Ça ne demande pas plus de jeunes. Alors, il faut signaler à nos amis auditeurs que cette association est focalisée sur la lutte contre le sida, mais aussi contre la toxicomanie. De fléaux, j'allais dire, qui prennent de plus en plus d'ampleur dans toutes les régions du pays. Donc, on travaille sur 2 dossiers principalement. C'est la lutte contre le sida et la lutte contre la drogue. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Quand on a commencé pour créer l'association, donc on était tous des jeunes, la plupart qui sont sortis de l'université, des diplômés, voilà, il faut faire quelque chose. On va s'organiser d'une façon correcte. On a dit, voilà, on ne peut pas travailler comme ça, il faut s'organiser, créer une association, avoir un argument, travailler correctement. C'était ça théoriquement. Mais quand on a déposé le premier dossier au niveau de la wilaya de Tamanrasset, je me souviens bien, c'était en décembre 2010, on a déposé le premier dossier, ensuite le dossier a été perdu de vue, on ne sait pas, on est allé voir, ils ont dit le dossier a été refusé. Refusé, oui, avec accusé de réception, il était même perdu le dossier, on n'a pas trouvé le dossier.
Bon, on dit au responsable qu'est-ce qu'il fallait faire. Il m'a dit c'est pas mon problème. Soit vous refaites le dossier, il faut arrêter. On a refait le dossier. C'est de la paperasse de dossier avec 6 copies, j'en sais pas, plein de photocopies, beaucoup de choses que je ne sais pas. Enfin, on a déposé le deuxième dossier. Le deuxième dossier aussi a été refusé. Quand on est allé voir pourquoi il a été refusé, ils ont écrit une remarque sur un papier comme ça. Le nom de l'association n'est pas convenable aux objectifs. Quels objectifs? Mais je lui ai dit, arrête, nous sommes souverains de choisir le nom qui nous convient. Le nom Cheikh al-Akhtar en arabe, ça touche personne, ça touche pas l'intégrité ni des pays, ni des personnes, ça touche rien. Pourquoi l'a été refusé? On est allé voir le DSP de Taman Rasset. Un directeur de la santé publique. Un directeur de la santé publique, il nous dit il faut avoir des médecins et des psychologues dans le bureau. Je lui ai dit on est souverain de choisir les personnes qui peut activer. Dans le bureau, il y a des chômeurs, il y a des diplômés, il y a ceux qui travaillent, il y a des médecins, c'est un cocktail. Pas d'exclusion. Pas d'exclusion, c'est ça le but de l'association. Le but de la société civile, c'est ça. Si tout le monde peut travailler ensemble. Enfin, avec beaucoup d'interventions à gauche et à droite. Enfin, on a réussi à avoir un argument après 6 mois. 6 mois pour juste avoir un argument d'association. Il faut attendre 6 mois. On n'a pas attendu, bien sûr, pour que les 6 mois pour travailler. On a commencé nos activités avant même qu'on a l'agrément. Alors, par quelles activités vous avez commencé? Donc, on a eu cette idée, il faut commencer les choses à zéro. C'était pas notre but. Donc, on a commencé par la formation des jeunes. Les jeunes d'abord de l'association, après les adhérents de l'association. On les forme dans les moyens de transmission des VIH, on les forme comment prévenir le VIH, on les forme des choses basiques. C'est ça notre but. Donc, on a fait pas mal d'ateliers de formation. C'est ça notre but. Après, de temps en temps, on a fait 4 campagnes par an. On fait une campagne de sensibilisation. À la fin de chaque atelier, on fait une campagne de sensibilisation contre le VIH. C'est la même chose pour la drogue. Donc, c'est des ateliers de formation. Après l'atelier, on fait une petite campagne de sensibilisation. Et ça a bien marché parce que nous avons cette idée d'utiliser d'autres moyens qui sont utiles pour les jeunes. Le premier moyen, c'était les réseaux sociaux. Donc, on a mis le paquet sur les réseaux sociaux. On a bien travaillé sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on dispose maintenant de plus grandes pages Facebook d'associations en Algérie. C'est la page de Green Tea. On a plus de 11 000 comme ça adhérents à la page. Donc c'est un énorme travail qu'on a fait pour le moment. Alors, donc premières activités visaient donc la sensibilisation des populations. Vous disiez donc que vous avez commencé à activer sur le terrain sans attendre l'agrément des autorités. Justement, parlons un peu du terrain, peut-être particulier, peut-être pas, de la wilaya de Taman Rasset. Il faut savoir, enfin, ça n'est un secret pour personne, que la wilaya de Taman Rasset est la wilaya la plus cosmopolite du pays. Quelque chose comme une 50aine de nationalités qui s'y côtoient, beaucoup de migrants, donc beaucoup de mélanges. Alors, est-ce que cette sensibilisation, ce travail de sensibilisation visait une population cible bien déterminée et comment se décline en fait cette problématique et de la toxicomanie et de la contagion du sida, par le virus du sida, à Taman Rasset. Je m'adresse aux praticiens et aux responsables de l'association que vous êtes. Le travail n'était pas du tout facile au début. Donc, on travaille sur une superficie qui est 1 demi-million de kilomètres carrés. J'aime pas dire celle de la France, parce que la France est 500 kilomètres maintenant. Une très grande superficie avec le peu de moyens qu'on a. Donc on a décidé d'abord de former un bureau dans la wilaya de Taman Rasset. Après on a dit il faut aller doucement, il ne faut pas se précipiter les choses.
On a créé un réseau universitaire, donc pour les étudiants, un bureau au niveau de centre universitaire de Tamanrasset. On a créé un autre bureau au niveau de Ingzam, qui se trouve sur les frontières algéro-nigériennes, et un bureau à Tinzawaten, sur les frontières algéro-maliennes, et un bureau à Tazrouk, donc prochainement d'autres bureaux. Donc c'est pourquoi on a créé ce bureau. Les bureaux, c'est des jeunes, c'est 10 jeunes comme ça, un groupe de 10 jeunes qui sont formés. Déjà, ils sont formés. Ils sont formés de tout ce qui est VIH-Sida et prévention de la toxicomanie. Ce bureau, c'est eux qui vont prendre le relais après, parce qu'on ne peut pas se déplacer être partout. Ces bureaux avoir une autonomie au niveau de chaque bureau. Chaque bureau fait lui aussi des ateliers et des campagnes de sensibilisation. C'était pas notre but, le premier but. Donc en fait, c'est une déclinaison arborescente de l'activité. Il faut aller doucement. Le deuxième, on n'a pas ciblé les populations à haut risque dès le début. Donc on a décidé de former les gens. Après, il faut aller doucement vers les populations à haut risque. D'ailleurs, récemment, en 2013, on a créé dans l'association un comité pour les personnes vivant avec le VIH. C'est un succès pour nous. Après 2 ans de travail, on a réussi à avoir des personnes vivant avec le VIH dans l'association. C'est un acquis pour nous, parce que ces personnes-là, c'est eux qui doivent aller défendre leurs droits, défendre leurs droits, l'accès au traitement. C'est les premières impliquées. C'est les premières impliquées. Donc c'est déjà quelque chose pour nous pour le moment. Donc on a bénéficié de certaines formations entre guillemets spécialisées avec la collaboration d'autres associations thématiques de VIH-Sida en Algérie, notamment à Annaba et à Alger. Donc l'association Green Tea fait partie du réseau algérien de lutte contre le sida, le ANA. Donc c'est un acquis pour nous aussi. Donc dès qu'il y a des formations, les jeunes de l'association aillent faire des formations au niveau d'Alger ou bien au niveau d'Annaba ou bien au niveau d'Oran. C'est un acquis pour nous. Donc ça sur le plan de travail. Mais pour les autres populations à haut risque, ça demande beaucoup de travail, parce qu'on ne peut pas travailler dans le noir comme ça. Pourquoi dans le noir? Parce que pour traiter la question des VIH-Sida, il faut d'abord un diagnostic de situation. Alors qu'en Algérie, on ne se dispose pas jusqu'à 2013 d'un diagnostic de situation pour le VIH en Algérie. C'est des estimations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enquête épidémiologique sérieuse. Épidémiologique sérieuse. C'est l'Institut Pasteur qui déclare en moyenne de 5 000 ou bien 6 000 cas de personnes vivant avec le VIH. Selon vous, c'est très approximatif. Selon les associations civiles, c'est le chiffre est entre 19 et 20 000 personnes vivant le VIH. Donc nous on travaille dans le noir. Le deuxième, entre malades déclarés et porteurs sains on a la difficulté en Algérie, c'est de promouvoir le dépistage. Il faut promouvoir le dépistage, il faut que les personnes c'est une question socio-culturelle aussi importante. Il faut que les jeunes aillent se dépister d'abord. On n'a pas vraiment un centre, bien vous avez juste 10%, bien centaines de personnes juste par an qui aillent se dépister. Sur les 100, vous découvrez, j'en sais pas, une vingtaine de cas, ou bien c'est peu. Il faut au minimum des milliers de personnes qui aillent au dépistage par an, par centre par an. La deuxième des choses, à Tamanrasset, le centre de dépistage de Tamanrasset, il y a même un médecin qui s'occupe du centre de dépistage. C'est de la catastrophe maintenant. Il y a un infirmier qui s'occupe du centre de dépistage. En plus, entre guillemets, centre de référence. Je lance un appel aux responsables. Il faut trouver une solution. C'est le premier. Le deuxième état de lieu. Donc là, la direction de la santé publique est très directement interpellée. Bien sûr.
c'est interpellé, je crois. Enfin, c'est le constat. Donc, il n'y a pas de médecin. C'est ça le constat. Moi, je ne sais pas comment se déroulent les choses au niveau des ministres, mais il n'y a pas de médecin au niveau du centre de Taman Rasset. Il n'y a pas de médecin. Je ne sais pas pourquoi il est centre alors qu'il n'y a pas de médecin. La troisième état de lieu, c'est pour cibler les populations à haut risque, il faut d'abord avoir des gens qualifiés, bien formés. La deuxième des choses, il faut avoir les moyens pour aller parce que c'est très très difficile de travailler avec des populations à haut risque. Travailler avec les immigrants, c'est très difficile. Enfin, on peut aller discuter avec eux, on fait de la prévention, mais ce n'est pas un travail scientifique. Alors, où réside la difficulté, Dr Mohamed Guémama? La première difficulté, il faut avoir des diagnostics de situation. C'est les chiffres des immigrants, les chiffres de ceux qui ont dépisté, le chiffre. Je ne sais pas, il nous faut un travail académique et un travail scientifique. On ne peut pas travailler comme ça. Et pluridisciplinaire, vous entendez? Pluridisciplinaire, donc je ne sais pas c'est quoi le problème, il faut le poser aux responsables. Donc, c'est en général, c'est ça l'état de lieu qu'on a pour le moment. Alors, plusieurs campagnes de sensibilisation sur le terrain. J'aimerais maintenant qu'on s'intéresse à l'accueil que vous réserve la population, ces groupes auxquels vous vous adressez. J'imagine que cela dépend grandement du niveau d'instruction, du milieu culturel, etc. Que pouvez-vous nous dire par rapport à cette question-là? Pour le travail pour les campagnes de sensibilisation, donc pour moi c'est déjà... On a bien avancé parce que quand on voit les bénévoles viennent à travers l'association, moi je les tire en chapeau, tous les bénévoles de Green Tea. Ils sont combien? Les bénévoles actifs, on est une cinquantaine, c'est déjà quelque chose. Alors que les adhérents, on a presque 300 adhérents. Donc cette culture de bénévolat, c'est déjà quelque chose. Parce que nous, après 2 ans de travail, on n'a pas reçu de financement, ni par la wilaya, ni par la PC. À chaque fois qu'on dépose des projets pour l'association, ils ont tous été refusés. Je ne sais pas pourquoi. Demander aux gens de proposer des projets. Alors un de nos projets a été pris par une institution, je ne sais pas pourquoi. Après 2 ans, on a 0 financement. Vous savez, le but, il y a une anecdote à Taman Rasset, c'est le but de l'ONU-SIDA. L'ONU-SIDA, le but jusqu'à 2015, il y a 3 volets. C'est le 0 discrimination envers les personnes vivant avec le VIH, 0 décès liés au VIH et 0 nouveaux cas liés de SIDA. À Taman Rasset, on a 4. On a ajouté 0 financement. C'est l'anecdote à Green Tea, c'est le 0 financement. Mais le 0 financement, ça ne nous empêche pas de travailler. Donc on fait toujours on continue toujours à avoir des ateliers. Parce que quand on a investi dans Green Tea, c'est l'être humain qui est très important. Donc il faut investir dans l'être humain lui-même. Il faut former l'être humain. Après, les moyens, ça viendra après. Tôt ou tard, ça viendra, les moyens. Donc, on a investi dans l'être humain. Donc, on a formé les jeunes. Donc, après... Et du coup, concrètement, docteur, comment faites-vous pour rouler à minima, je veux dire, financièrement? Vous piochez dans votre poche? Comment ça? Bien sûr, c'est les cotisations des bénévoles. C'est les cotisations. Donc, à chaque fois qu'on fait un atelier, voilà, on fait une réunion, on se dit qu'on a besoin de quoi. On a besoin d'attachants, par exemple. Il faut aller. Chacun y met du sien. Il faut aller la location d'un attachant. Qu'est-ce qu'on a besoin de telle chose ou bien de telle chose. Donc, chacun ramène ce qu'il peut pour faire on a organisé même une journée d'études. La première journée d'études sur le VIH/SIDA à Taman Rasset, c'est par les moyens de ces jeunes-là. Quelqu'un fait des invitations, l'autre fait de la photocopie, l'autre fait la conception des affiches, chacun fait un travail, l'autre fait des communiqués au niveau
des communiqués de presse. Chacun fait son travail. L'autre, il faut aller rencontrer les spécialistes qui sont atteints. Donc voilà, on lui dit voilà, on a une journée, est-ce que vous pouvez venir faire, par exemple, un atelier pour les jeunes? Ils viennent souvent. Quand on lui dit voilà, c'est pour former les jeunes, les médecins atteints viennent souvent, enfin, toujours ils viennent. Quand on demande à un médecin, par exemple un médecin généraliste, on le sollicite à temps. Voilà, est-ce que vous pouvez faire un atelier pour les jeunes? Ce qui est de VIH/SIDA, il vient avec plaisir. Il fait son atelier de formation. Nous, on tire bénéfice pour les jeunes et lui, ça lui fait plaisir de transmettre son savoir-faire aux autres. Alors, Mohamed Gamama, parlons de ces 5 projets que vous avez soumis à l'instance exécutive de la wilaya de Tamanrasset et qui ont été refusés. Quels sont ces projets et à votre avis, pourquoi refus il y a eu de la part de cette instance? Vous parlez pourquoi il était refusé, là je ne sais pas, il faut lui poser la question. Donc le premier projet consiste à faire des infoclubs de drogue. C'est une idée simple, c'est un projet de réseautage, donc on a un partenariat avec d'autres associations. On dit voilà, dans chaque association, on va faire un club info-sida. Un club info-sida, c'est simple, c'est un club qui a des jeunes qui sont formés dans les techniques de communication, dans les techniques de prévention des VIH/SIDA, et qui se disposent des petits moyens pour transmettre son savoir-faire. C'est des clubs, c'est simple. L'autre aussi, c'est la même chose, presque la même chose. C'est 3 clubs d'infodrogue placés dans les quartiers les plus vulnérables. Donc on a choisi Gata Alouad et Tahgard et on a choisi le centre universitaire. C'est pas pour avoir le plus de jeunes. Donc quand on dépose, c'est toujours des projets, je ne sais pas, ils sont transmis à l'APUI. L'APUI, il refuse toujours le projet de Green Tea pendant toutes les années qui sont passées. Vous me permettez de raconter quelque chose? Bien sûr, mais avec plaisir, allez-y. Voilà. Le dernier projet a été refusé pour une chose très très banale. Ils vous disent voilà, les signatures ne sont pas conformes. Vous déposez un peu. Moi, j'aimerais bien que les autres nous critiquent l'idée du projet, critiquent les objectifs, critiquent l'objectif principal, critiquent, je ne sais pas, les modalités de la mise en œuvre des projets, critiquent l'impact du projet. Alors, juste, ils viennent nous dire voilà, votre signature n'est pas conforme, vous n'avez pas le droit de déposer ce projet. Enfin, le dernier projet, pourquoi il a été refusé? Ils sont en train de faire des chantages à Tamanrasset. Le chantage a commencé d'abord au niveau de DGS, Direction des Jeunesse et des Sports, au niveau de l'APC, au niveau de l'APUI. Qu'est-ce qu'ils disent aux associations? Si vous voulez déposer un projet, ils vous obligent à avoir un certificat de conformité à la loi 206. Alors que c'est faux. À ma connaissance, vous avez un délai de grâce jusqu'en janvier 2014. Oui, bien sûr. Le délai jusqu'à janvier 2014. Et c'est le ministère de l'Intérieur qui va geler les associations. Ce n'est pas leur travail. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire le chantage des associations? Soit vous avez un certificat de conformité maintenant, en 2013, soit vous n'avez pas le droit de déposer ni projet, ni demande de finances, ni rien. Moi, je me profite bien sûr parce que c'est l'occasion. Je vais me profiter de l'occasion de lancer un appel aux responsables. Il faut mettre point à ce type de chantage. Moi, je n'ai pas compris pourquoi on dispose tout un projet. À la fin, ils vous disent vous n'avez pas un certificat de conformité, il faut aller ailleurs. Non, j'ai le droit d'avoir un financement, j'ai le droit, parce qu'au niveau de DGS, au niveau de l'APC, au niveau de l'APUI, je parle de ces 3 institutions parce qu'il n'y a pas de sponsoring à Tamanrasset. Ça, c'est un autre problème. Il n'y a pas des entreprises, je ne sais pas, qui financent... qui définancent les sociétés. Il n'y a pas. On n'a pas. Donc, le seul moyen de sponsorer, c'est les institutions de l'État. On n'a pas d'autres moyens de sponsorer. Donc, je ne sais pas. C'est des choses vraiment... J'ai honte de les raconter à la radio parce que, enfin, c'est la réalité. C'est la dure réalité qu'on est confronté chaque jour. Moi, je ne sais pas. Peut-être on va refaire
déjà on va redéposer nos projets parce on étudie nous-mêmes. On va redéposer les projets, on verra après qu'est-ce qu'il va se passer. Votre enthousiasme est entamé par ces difficultés que vous rencontrez, vous et vos camarades. C'est pas vraiment des difficultés, c'est de la bureaucratie, c'est de la pure bureaucratie. Nous, les difficultés, on a déjà dépassé. Quand on a créé l'association, on a eu cette idée qu'il y a toujours de la bureaucratie en Algérie. Mais arriver à un responsable vous dise votre signature n'est pas conforme, le projet a été refusé, vous n'avez pas telle chose, votre projet a été refusé. C'est vraiment, ça fait mal. Ça fait mal pourquoi? Peut-être c'est pas juste à Taman Rasset que ça se passe, ce type de dérogation. Peut-être ça se passe dans toute l'Algérie. Donc, je ne sais pas, moi, les autres associations au niveau de l'Algérie, comment elles travaillent. Alors, précisément, les autres associations au niveau de l'Algérie, j'aimerais m'intéresser aux autres associations auxquelles vous avez tendu la main et qui sont aujourd'hui fédérées au sein d'un réseau, dans la wilaya de Taman Rasset. Vous êtes plus d'une quinzaine d'associations faisant partie d'un réseau, peut-être pour conjuguer vos efforts, peut-être pour être plus persuasif vis-à-vis de ces instances de l'État dont on a parlé. Qu'en est-il? Bon, l'idée de réseau, c'est une idée qui date depuis une année. Donc, ça fait une année qu'on travaille comment créer un réseau à Taman Rasset. Ça fait après une année de fléchissement, une année d'aller contacter toutes les associations. Enfin, on a réussi le 30 mars dernier à le réunir, presque 17 associations à Taman Rasset qui travaillent dans différents domaines. Il y a des associations qui travaillent dans le domaine culturel, associations de sport, associations des activités de jeunesse, associations pour promouvoir les activités de la femme. Donc, c'est tous les types d'associations qui sont d'accord. Donc, on a créé ce réseau dans le but de la coordination de nos actions. Après telle année, on s'est rendu compte qu'une association ne peut pas travailler toute seule à Taman Rasset. Il faut une coordination d'associations à Taman Rasset. C'était ça l'idée de réseau d'association de la société civile à Taman Rasset. C'est un réseau qui a été créé le 30 mars dernier. Donc, espérons bien pour qu'il soit actif, ça demande un peu de temps pour que le réseau soit actif. Donc, ça demande beaucoup de temps. Donc, dans la première réunion, on a décidé, toutes les associations, ils ont décidé de faire la deuxième réunion. Entre-temps, il faut travailler sur une charte d'ONG, de société civile à Taman Rasset. Travailler aussi sur un règlement interne de ces associations qui sera adopté dans la prochaine réunion. Pourquoi le réseautage? Peut-être l'idée de réseautage l'idée elle-même est nouvelle. C'est le premier réseau d'associations qui se crée à Taman Rasset. C'est le premier réseau d'associations de la société civile qui est créé à Taman Rasset. Donc, dont le but, c'est de la coordination des actions et le renforcement des capacités de ces associations. Donc, je termine sur les associations de la société civile à Taman Rasset. Il y a beaucoup de travail à faire. Juste un petit mot, il y a beaucoup de travail à faire parce que créer une association, c'est pas un article de loi qui vous dit c'est un groupe de personnes. L'association, ça reflète un peu la société. Si la société civile était bien organisée, donc ça veut dire que la société est aussi organisée. Donc, l'association à Tam, ça demande beaucoup de travail au niveau de la formation. Je crois qu'il faut changer les méthodes au niveau des institutions de l'État, changer les méthodes comme ça, distribuer des financements à gauche et à droite sur les associations. Il faut d'abord former les gens. C'est quoi déjà une association? Comment gérer les choses à l'intérieur de l'association? Il faut les former aussi comment concevoir un projet, comment faire le suivi, comment faire l'évaluation du projet. Peut-être il faut investir dans 2 ans, 3 ans, 5 ans d'investissement. C'est pas maintenant, voilà de l'argent, aller faire un festival ou bien je ne sais pas, apprécier la clôture
les gens devant la télévision vous applaudissent. Il faut un travail à long terme pour l'association. Je crois que c'est un problème dans toute l'Algérie. Il faut un travail à long terme. Alors, j'imagine que vous avez été invité à cette grand-messe qui a réuni l'ensemble des associations, en tout cas une grande part représentative du mouvement associatif ici en Algérie en 2012. Est-ce que vous y avez été invité ou pas déjà? Je ne sais pas quand. Les assises du mouvement associatif qui se sont... Les assises à Tamen Rasset, on était invité à Tamen Rasset. Voilà, mais on ne peut pas travailler comme ça. Voilà, il faut appeler les associations. Parce que quand vous appelez, les gens là, comme ils travaillent, les assises là, moi, personnellement, j'étais contre l'idée de ce type d'assises. Voilà, ils vont à une grande salle, appeler tout le monde. Voilà, vous avez 10 minutes pour parler des problèmes. Après, le responsable il écrit de notes. Voilà, je vais aller à Alger pour voir vos problèmes. Pour moi, c'est pas comme ça. Les problèmes sont clairs pour les associations. Il faut un problème de bureaucratie, un problème de formation au niveau des associations. Après, il faut investir à long terme. C'est pas des mesures instantanées. Qu'est-ce qui se passe maintenant à Tamen Rasset? On vient la fameuse expression des gens du Sud, que je suis d'ailleurs contre ce type d'expression, les gens du Sud. C'est une sorte de discrimination, je crois, de qualifier les gens par leur origine géographique. Il faut juste dire les Algériens qui habitent dans le sud du pays, c'est plus modeste. Tout à fait, et c'est beaucoup plus juste. C'est beaucoup plus juste. Mohamed Guemama, vous êtes également écrivain. Vous faites le déplacement à Alger pour lancer une deuxième édition d'un ouvrage intitulé Kil Hagar, Qissat Suqut Akhir Mamlaka lil Barbar, histoire de la chute du dernier royaume berbère. C'est édité à Dar Houma, voilà, ici à Alger. Ça dit, ce livre dit votre attrait et votre affinité, encore une, concernant l'histoire, votre passé, votre identité, notre identité algérienne. Merci d'ailleurs une autre fois. Donc le livre Kil Hagar, la dernière dynastie berbère, ça reflète presque 6 ans de travail. Donc c'est une recherche personnelle que j'ai commencé en 2002. Enfin, il est achevé en 2009, après presque 6 ans de travail pour juste écrire quelque chose sur la région. Donc l'idée du livre, c'est quoi? C'est de parler de la résistance populaire d'une partie de l'Algérie, celle de Kil Hagar, contre le colonialisme français. Donc tout le livre se concentre sur une époque bien particulière. C'est du début de la pénétration française dans le sud algérien. Donc on a cherché à gauche et à droite. On a beaucoup de difficultés d'ailleurs pour écrire le livre, parce que quand on a commencé le recherche, il n'y avait pas d'écriture algérienne sur le sud. J'aime pas le mot sud d'Algérie, pardon. De cette partie du territoire. Cette partie du territoire. Donc il n'y a pas d'écriture algérienne. Donc toute votre bibliographie est française. Toute la bibliographie est française. Donc on a contacté tous les gens qui ont des archives chez eux, ou bien des vieilles bouquins chez eux. Donc on a rassemblé pas mal de livres. Et la première étape, c'était la collecte de données. Donc on a essayé de rassembler le maximum de données. La deuxième étape, c'était aller voir les gens qui sont encore vivants, raconter des histoires, des contes, voilà. La troisième étape, c'est de confronter ces données. Donc, il faut essayer de retirer une conclusion. Donc, le livre, c'est une conclusion des 6 ans de travail sur la résistance populaire de Kil Hagar contre le français. Donc, on a commencé la première par la bataille de Hassi Infil. La bataille de Hassi Infil, c'est entre le 8 et le 9 août 1848. Donc c'est le premier bataille, c'est le premier choc
l'histoire de la bataille est très très merveilleuse. Je vous conseille vraiment d'aller. Vous la racontez c'est vraiment c'est. En extrait sur le site dont on va parler tout à l'heure. Oui. Donc il y avait les Français. Les Français, ils ont occupé le poste de Mni'a en 1885. Quand ils ont occupé le poste de Mni'a, les Français ont cette idée d'envoyer deux troupes comme ça de recherche. Ces soldats français, ils ont tué quelqu'un de Kelahagar au niveau de l'Ahnet, c'est presque aux alentours de Ain Salah. Ils ont tué juste un berger touareg. Après, ils ont regroupé toutes les jeunes, tous les vrais guerriers, les plus puissants guerriers, une 40. Vous avez les noms de 40, toutes les 40. Toutes les 40 guerriers touareg, voilà, les 40 guerriers de différentes tribus. Ces 40 guerriers sont allés à la vengeance de la mort d'un berger. Et la vengeance, c'était quoi? C'est d'attaquer le poste français à Mni'a, qui se trouve presque à 300 km. Donc ils sont parcourus 300 km pour attaquer un poste. Ils ont tous presque été tués. Il y a 2 qui sont revenus vivants. Les autres, les 7 prisonniers. Il y avait 7 prisonniers. Donc il y avait 7 prisonniers touareg. L'histoire des 7 prisonniers, elle est là. Donc avec des lettres, les lettres de 7 prisonniers touareg qui ont été incarcérés ici au niveau de prison de Bab-Azour. Donc il y a 7. Après, pourquoi, comment on est arrivé à cela? Parce que l'administration française a permis à ces prisonniers d'écrire des lettres à leur famille. Donc on a cherché derrière ces lettres. Déjà, c'est écrit en arabe, les lettres des prisonniers. C'est à partir de ces lettres qu'on a reconstruit l'histoire. L'histoire de cette fameuse bataille de Hassi Infil. C'est la première bataille. Donc après, ils ont libéré 2. Un était allé en France, il est perdu en France. Le 3e, il était pris comme otage au niveau du Sénégal. Le 4e était aussi pris comme otage pour que les troupes françaises traversent les territoires touareg sans incident. Donc c'était ça l'idée de la bataille de Hassi Infil. Après la bataille de Hassi Infil, je vous mets un petit résumé comme ça. Oui, bien sûr. Après la bataille de Hassi Infil, il y avait juste une note au niveau de la bataille de Hassi Infil. C'est la composition des soldats. C'est toutes les tribus qui sont en Hagar. C'est une cartographie en fait, de toutes les tribus. Des différentes tribus de la toutes les tribus qui sont là-bas. Chacun a envoyé son meilleur soldat pour aller. C'est quelque chose. Bon, le poste Tamanrasset était occupé le 7 mai 1909 avec la fameuse bataille de Tit à Messra. Donc dans la vallée d'Amessra, c'est la première défaite de Kelahagar. Ils ont été battus par les soldats français le 7 mai 1902. C'est la date officielle de la pénétration française. Mais ce qu'on ignore, nous tous les Algériens, qu'en 1917, les Kelahagar, ils ont réussi à organiser une résistance populaire. C'est vraiment ceux qui ont organisé cette résistance populaire. Enfin, c'est pas tous, mais les grands chefs, ce sont les fils de ces prisonniers. Les fils de ces prisonniers, ils ont réussi à organiser. Vraiment, c'est merveilleux. Quand on lit l'histoire, on aperçoit vraiment que nos ancêtres, ils ont fait beaucoup d'efforts pour la liberté et pour que l'Algérie reste digne et souveraine. Donc, ils ont organisé la résistance populaire en 1917. C'est à 1900. Quand on lit l'histoire, c'est très, très. Je suis fan déjà de l'histoire. C'est très, très merveilleux de lire quelque chose. Quand on lit qu'en 1917, ils ont réussi à attaquer la plupart des postes à Tamanrasset. Quand en 1917, le général qui occupe le chef des soldats français, il écrit une lettre au niveau à Alger. Dans la lettre, elle est là la lettre d'ailleurs. Il écrit par mot, je suis obligé d'évacuer le regard. Les choses, ça se passe très très mal ici. Donc, ça dit la résistance. C'est la résistance. Il est obligé d'évacuer le regard. Il est sur le point d'évacuer le regard. Mais
ils ont toujours... Si vous avez la dernière partie qui s'intitule d'ailleurs une lecture des archives français. C'est la lecture. On a essayé de lire les lettres français. Donc, dans cette, pourquoi la résistance? Les Français, ils ont mis fin à la résistance parce qu'ils ont pris les femmes et les enfants de ces guerriers comme otages. C'est comme ça qu'ils ont mis la fin à la résistance. Les autres, ils ont arrêté après. C'est-à-dire que vraiment, ils ont touché au talon d'Achille, au mépris de toutes les conventions internationales, voilà, pour mettre un terme effectivement à une résistance qui était farouche, hein, et qui se voulait farouche jusqu'à la fin. Bon, c'est le général Lapierre, tout après. C'est le général Lapierre. C'est lui le général qui a écrit sa fameuse lettre. Je suis obligé d'évacuer le regard. C'est en 1917. Donc, quand on a l'histoire de ces généraux, bien l'histoire des archives, on découvre beaucoup de choses qui sont vraiment intéressantes à notre histoire. Comment ces généraux, comment Lapierre, enfin, il a ramené tous ses anciens amis de guerre pour occuper leur gare. Comment il a ramené tous ses amis de guerre pour mettre fin à la résistance. C'est vraiment... Un ouvrage très intéressant, effectivement, hein, qui nous donne à découvrir, si besoin est, le Hogar résistant à la pénétration française et à la colonisation française. Et c'est dans ce sillage un peu, Dr Mohamed Ghemama, que vous avez fondé et vous entretenez, vous en êtes le webmaster, un site dédié donc à votre région, dédié à la région du Hogar, un site dans lequel vous reproduisez en partie un peu le travail consigné dans cet ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous en parler pour les toutes dernières petites minutes qui nous restent? Bon, le site de Tassouft. Pourquoi Tassouft? Tassouft, ça veut dire nostalgie en langue tamashir. Donc, c'est un site de nostalgie. Le site a été dédié exclusivement à l'histoire de Kelahaga. Tout type d'histoire. Donc, le site a été mis en 2007. Donc, sur le site, on a des pages statiques et des pages dynamiques. Sur les pages dynamiques, on a la fameuse conte de Tassouft, c'est toujours ma région, là où je suis né. Je suis né dans la vallée de Tassouft, qui est d'ailleurs nostalgie. Une présentation de Kelahaga. Après, vous avez des reportages dans la partie reportage. Vous avez tous les reportages qu'on a. Vous avez par exemple la bataille d'Il-Lamen, la fameuse bataille d'Il-Lamen. Les héros de avril 1917. Vous avez toute l'histoire du chef de la résistance populaire de Kelahaga en 1917. Vous avez des événements, là, les pages dynamiques, c'est des événements, c'est l'actualité des choses. Donc maintenant, après 7 ans, j'ai beaucoup de difficultés pour l'animation du site. Donc j'appelle les gens qui veulent, par exemple, publier des articles de l'histoire ou bien de cette région, il n'a qu'à aller sur le site et ils peuvent bien publier les articles. Tamenfoust.com, je le répète, Tassouft.com, effectivement un site très attrayant, tant du point de vue esthétique que du point de vue contenu, bien évidemment, cette dernière dimension étant la plus importante. Docteur Mohamed Ghemama, merci beaucoup de cet entretien dans lequel on a revisiter les multiples dimensions qui font votre vie. Don de soi, de son temps, c'est ce qui caractérise votre vie. Je rappelle que vous êtes jeune médecin, donc à la wilaya, installé dans la wilaya de Tamanrasset, natif de cette même wilaya. Très très grand merci, avec toutes mes félicitations pour le gros travail que vous faites et puis pour l'enthousiasme qui vous caractérise malgré les difficultés qu'on vient d'énumérer durant cette émission.
Juste peut-être un dernier mot à nos amis auditeurs avant de se dire au revoir. Enfin, je vous remercie d'ailleurs vous me supportez pendant presque 1 heure. Je parle beaucoup, d'ailleurs c'est un défaut. Donc, je vous souhaite à vous aussi réussite dans votre vie. Donc, je souhaite aussi puisque je suis actif dans la société civile, je lance un appel pour toutes les associations. Donc, il faut nous donner leur expérience, il faut nous transmettre leur expérience. On est là pour les écouter. Donc, on ne connaît pas tout nous à Taman Rasset. Donc, je lance un appel pour d'autres associations qui sont intéressés pour travailler à Taman Rasset. Nous, on est là, on va les accueillir et les bras ouverts pour essayer de faire quelques activités à Taman Rasset. D'autant plus qu'effectivement, le 30 mars dernier, un réseau d'associations a été lancé. On lui espère une bonne route et puis plein succès. C'était donc, chers amis auditeurs, le libre cours du docteur Mohamed Ghemama, journaliste, écrivain, membre actif dans la société civile de Taman Rasset et médecin. Je vous espère donc avec ce numéro, cette fin de série consacrée à la wilaya de Taman Rasset, une très belle après-midi, en vous promettant de vous retrouver demain en compagnie d'un autre univers, une autre personnalité à découvrir. D'ici là, portez-vous bien et à demain à partir de 14h.